RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, les titres. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a présidé une réunion de crise en vue d'évaluer les dégâts des pluies qui s'est abattu samedi dans la capitale. Daniel Bumba a rassuré les Kinoises et Kinoises de mesures qui seront mises en place afin de sortir la capitale de cette situation. Et puis ici, à la CIECO, on a décidé d'élever la grève des enseignants. La synergie des syndicats des enseignants de la RDCL décide de la prolonger tout en projectant une manifestation pacifique le lundi 28 octobre 2024. Décision prise à l'issue de leur assemblée générale tenue le samedi à Kinshasa. Et en page noire, nous parlerons du décès d'Adrien Vandanzaou, ancien directeur des informations au groupe de presse L'Avenir. Quelques anciens de ce collaborateur gardent de lui un bon souvenir. Vous le suivrez dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa, les samedis causant des inondations dans plusieurs quartiers de la capitale, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a présidé une réunion des crises pour évaluer des dommages provoqués par cette pluie. Le numéro 1 de la ville a déploré la mort d'un enfant de 2 ans. Il a rassuré que des mesures seront prises pour sortir la ville de cette situation. Daniel Bumba a dit, je cite, les inondations frappent partout, même les villes très avancées, mais c'est la prise en charge qui reste déterminante. Travaillons ensemble, chers Kinois, et n'ayez pas peur. Kinshasa et Zobonga, fin des citations. Je vous propose de les suivre. Donc, à l'issue de cette rencontre, pour mettre en place un plan d'urgence pour gérer l'inondation, mais également, vous allez pour Benga, dans en synergie. Déplorer quand même cas Moko, il y a Doua, il y a 2 ans pour finir, il y a la rivière Kalamou. Pour comprendre que dans le retour ça, en état de surtout libéré d'emprise, voilà comment ça occasionne des morts. Dans le jour qui vient, c'est imprégné de sous Makassi, il y a des travaux à curage pour que ça continuer. Parce que tout le monde dit que tant, quand même, il y a évacuation à maille et diminuée, parce que tout ça est curage. Tout ça qui est en hôtel, c'est à attendre sur pire. Si on est à 8 heures du temps, tout le monde dit qu'après 2 heures du temps, moi il est embolé quand même, autour de 2 heures, 1 heure à 2 heures du temps, beaucoup d'endroits, moi ils avaient quand même libéré, parce que ça n'est ça à alors, on a aussi, pour comprendre l'importance, pour voir qu'à Matiti, na ba rivière le jour qui arrive ici, déploiement comme nous ça pour pas la poubelle d'Anglais Kinshasa pour éviter bon la rivière chez Tonda. Certes, il est vrai, le réchauffement climatique des alliés va monter les deux alliés, mais ce qui c'est prévenir bien pour la passer dans les dégâts militaires. L'enseigne la buissonnière sort, tous à la elongo. Parce que pour vous avez la Kinshasa, les responsabilités à tout le temps pour les embocater, non plus dans le gouvernement naïe. Ni à gouvernement provincial, tout le gouvernement les alliés intégration à Bissonioso. Afin que la situation soit une solution. Les partenaires qui va comprendre que Misala Oyo et Salam qui a curage, les alliés qui fondamental pour prévenir que dégâts et à ma capacité.
Au Maniema, l'absence quasi totale de l'urbanisation dans la ville de Kindu, la transformation en poubelle publique des ruisseaux et certaines rivières qui serpentent la ville de Kindu reste le principal cause des inondations récurrentes à Kindu. À cela, il faut ajouter les constructions anarchiques des maisons sur les lits des rivières et ruisseaux qui pullulent la ville. En sont la cause, le gouvernement doit ouvrir l'œil et les bancs pour éviter les catastrophes à répétition que la capitale du Maniema est exposée. Suivez ces reportages de Roger et Bolinda Nzenga, notre permanent au Maniema. L'option levée par l'Assemblée provinciale du Maniema, celle de cheminer avec le 21e gouverneur du Maniema, Moussa Kabankoubi Moïse, jusqu'à la fin de son mandat de 5 ans, est également soutenue par bon nombre de conférenciers miniers. Unanimement, tous abondent dans le même sens, à la seule condition que les députés provinciaux fassent rigoureusement les contrôles parlementaires conformément aux textes légaux. Suivons Dr Omonga Chopa Papi, rapporteur de l'organe délibérant du Maniema, qui exprime ici le vœu du bureau. Depuis l'organisation, depuis 2006, quand on a commencé à organiser les élections provinciales, il n'y a aucun gouverneur élu de la province qui a terminé son mandat. Aucun. Et cette fois-ci, nous sommes déterminés pour que nous puissions accompagner ces gouvernements. Mais ce n'est pas un chèque à blanc. Le contrôle sera là en permanence. Maintenant, on veut que l'on arrive à la fin. Lors de son avènement à la tête de la province du Maniema, le gouverneur de province, Moussa Kabankoubi Moïse, il a fait plusieurs consultations pour le permettre de faire l'état des lieux et il a identifié un certain nombre de problèmes. Parmi les problèmes, il y a les infrastructures routières de notre province. Il n'y a aucun chef-lieu de territoire que l'on puisse atteindre facilement à partir de Kindu. Quelques participants à ces assises expriment également le même vœu et marquent sur les contrôles parlementaires. Nous sommes très flattés par ce partenariat public-privé qui entre les plateformes. Nous sommes associés au début, comme l'exécution. Nous allons faire un effort pour que nous puissions rappeler de temps en temps les recommandations formulées à ces assises pour que on ne puisse pas être dépié ou rester sur le tiroir. Dans l'actualité également, la cité de l'Union africaine a accueilli une rencontre entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'ambassadeur d'Italie en RDC, Alberto Petrangeli. Cette audience qui s'est déroulée en présence de la ministre des Affaires étrangères avait pour but de faire ses adieux aux diplomates italiens après 26 mois de mission dans le pays. Alberto Petrangeli a eu l'occasion donc d'établir un bilan de relations entre l'Italie et la RDC. Il a souligné l'importance d'une coopération fructueuse et a échangé des réflexions sur divers sujets d'intérêt commun. Reportage presse présidentielle. Je suis à la fin de mon mandat, donc j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter mes au revoir au chef de l'État, son Excellence le Président de la République. Un week-end d'au revoir. M. Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, arrivé au terme de sa mission diplomatique, a au cours de cette ultime rencontre d'une demi-heure avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, passé en revue les principaux domaines de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Italie. On a parlé des relations entre nos deux pays, entre la RDC et l'Italie, et aussi des opportunités qu'on a, des chantiers qu'on a commencés dans les pays pour avoir plus de coopération au niveau politique, commercial, industriel et des investissements. Accompagné de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, le diplomate italien quitte la RDC au terme d'un séjour de 26 mois, collectant au passage des bons souvenirs de sa population. C'est un pays merveilleux, mais je crois que surtout sa force réside dans sa population. Population très jeune, brillante, qui veut s'épanouir. Et donc c'est sur ça qu'il faut parier. Donc il faut vraiment investir dans les jeunes, dans l'éducation, dans la formation et leur donner les moyens pour s'épanouir, donc avec l'électricité, avec les routes.
M. Alberto Petrangeli a présenté ses lettres de créance au président de la République le 4 août 2022. Il va poursuivre de servir son pays au ministère des Affaires étrangères en attendant une prochaine mission diplomatique à l'étranger. Autre actualité, l'humanité célèbre ce dimanche 20 octobre la journée internationale pour la résolution des conflits. Lancée en 2005 par l'association For Conflict Resolution, cette journée a pour objectif de faire mieux connaître la médiation et l'arbitrage ainsi que les autres formes pacifiques et non violentes des résolutions des différends. Une initiative qui répond à un besoin mondial croissant de promouvoir des solutions pacifiques dans un contexte où les tensions sociales et politiques s'accentuent. Les explications dans ces récits de Christian Maïmona. Le 20 octobre marque un événement mondial clé, la Journée internationale pour la résolution des conflits. Elle vise à sensibiliser et à encourager les solutions pacifiques aux conflits, qu'ils soient personnels, communautaires ou internationaux. Créée en 2005 par l'association For Conflict Resolution, cette journée incite à réfléchir aux méthodes efficaces et non violentes telles que la médiation et l'arbitrage. Cette initiative répond à un besoin mondial croissant de promouvoir des solutions pacifiques dans un contexte où les tensions sociales et politiques s'accentuent. L'un des objectifs majeurs de cette journée est de mettre en lumière l'importance de la médiation comme solution efficace pour résoudre les conflits de manière pacifique. Qu'il s'agisse des disputes familiales, de tensions au travail ou des conflits internationaux, la médiation joue un rôle crucial. Les conflits non résolus, qu'ils soient internes ou internationaux, peuvent avoir des répercussions dévastatrices. À grande échelle, ils peuvent conduire à des guerres avec des conséquences dévastatrices pour les droits humains et l'économie. Les statistiques montrent que dans les environnements où les conflits ne sont pas résolus de manière pacifique, la violence devient une norme. Des conflits comme ceux en Syrie ou en Ukraine sont des exemples marquants des effets à long terme d'une absence de médiation et d'arbitrage. Avec la montée des tensions à travers le monde, la Journée internationale pour la résolution des conflits en 2024 revêt une importance particulière dans un contexte marqué par les conflits armés, les tensions politiques et les inégalités croissantes. Cette journée offre une opportunité de rappeler que des résolutions existent pour éviter la violence. Les Nations Unies, les gouvernements et les ONG travaillent ensemble pour proposer des alternatives pacifiques et encourager le dialogue. En justice, il est désormais interdit d'arrêter les religieux de l'Église catholique, les prêtres, les clercs et les évêques sans préalablement informer les concernés. La décision est du ministre d'État en charge de la justice qui l'a transmise au procureur général près la Cour de cassation et des procureurs généraux près les cours d'appel. Pour Constant Moutamba, cette circulaire rappelle la nécessité de faire respecter les conventions signées aussi bien avec les Saint-Sièges qu'avec la conférence épiscopale nationale du Congo. Et puis le gouvernement central s'implique désormais dans la résolution du problème des embouteillages à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba, à lors de la 18e réunion du Conseil de ministres, présentait une série de mesures issues des réunions techniques organisées le 24 septembre et 15 octobre 2024. Il a indiqué que 56 carrefours dont l'engorgement empêche la fluidité ont été identifiés. Pour y remédier, les mesures suivantes ont été proposées, notamment la présence policière dans différentes intersections ainsi que la mise en place d'une circulation alternée. Plus de précisions dans cet extrait du compte rendu choisi pour vous par Lydie Mbouyi. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements, a présenté au Conseil une note d'information à 3 volets. Le premier volet a porté sur la mise au point des mesures à court et à moyen terme prises en rapport avec les accidents et incidents constatés sur la navigation intérieure. Il a indiqué que ces mesures visent à faire face notamment à l'insuffisance de balisage de nos routes de navigation,
au non-respect de la réglementation liée à la surcharge, au voyage nocturne, au manque de feu de position des embarcations et au non-respect des normes de construction navale. Les armateurs censés appliquer cette réglementation sont appelés à s'interdire de naviguer la nuit afin d'échapper à tout contrôle du personnel de l'administration des transports. Ces derniers sont quant à eux encouragés à faire preuve de rigueur et de professionnalisme. Le deuxième volet a concerné la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Suivant les recommandations du président de la République, chef de l'État, il a indiqué que 2 réunions techniques se sont tenues les 24 septembre et 15 octobre 2024 avec les ministères concernés par ce secteur et le gouverneur de la ville de Kinshasa ainsi que leurs experts. 56 carrefours dont l'engorgement empêche la fluidité de la circulation ont été identifiés. Et comme annoncé en titre, le syndicat des enseignants du Congo lève la grève sur toute l'étendue du territoire national, ce après concertation samedi 19 octobre entre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, la délégation du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, conduite par Cécile Chiombo, secrétaire générale de ces structures, ainsi que les députés nationaux élus du Congo central. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a salué la bravoure des enseignants congolais qui se sacrifient depuis des décennies pour assurer une bonne relève à travers la formation de la jeunesse. Lydie Mboui pour plus de détails. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a eu le samedi 19 octobre 2024 une séance de travail avec une forte délégation du syndicat des enseignants du Congo SIECO, conduite par Madame Cécile Chiombo, secrétaire générale de cette structure, et les députés nationaux élus du Congo central, Jonas Chundu et Maneno Riziki. Ces échanges ont tourné autour de la révalorisation de la question de l'enseignant congolais qui fait face aujourd'hui aux multiples problèmes administratifs, logistiques et surtout financiers, chose qui ne lui permet plus d'exercer décemment et dignement son travail. Très attentif à ses interlocuteurs, le président de l'Assemblée nationale a salué la bravoure des enseignants congolais qui se sacrifient depuis des décennies pour assurer une bonne relève à travers la formation de la jeunesse. Il a soulevé le fait que le budget réservé à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté doit désormais être élaboré en tenant compte des propositions faites par les experts de ce secteur et en associant les syndicats des enseignants du Congo. Prêchant par le bon exemple, le professeur Vital Kamerhe a appelé les SIECO à désigner les experts qui vont travailler avec la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale dans l'examen approfondi du projet de loi de finances 2025. Une occasion pour les SIECO d'être au cœur des discussions sur l'affectation des fonds publics et sur la table des décisions au niveau du pouvoir législatif. Il a appelé les SIECO à lever la grève des enseignants afin de ne pas mettre en souffrance les élèves. Honorable Président, Vital Kamerhe a compris facilement ce qui se passe à travers le système éducatif congolais. Il prend la question en charge et renvoie à l'ECOFIN ensemble avec les syndicats qui va devoir envoyer des délégués pour qu'ils puissent en discuter aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir afin que tous nous puissions regagner l'école. Il faut noter que cet exercice sera prolongé vers les syndicats de médecins et l'intersyndicale des agents de la fonction publique qui pourront aussi être invités en séance de travail à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen de la loi de finances 2025. Pendant ce temps, la synergie des syndicats des enseignants de la République du Congo a décidé de prolonger ce mouvement de grève entamé depuis le 2 septembre dernier et a lancé un appel à une manifestation pacifique prévue le lundi 28 octobre 2024. Cette décision fait suite à une assemblée générale tenue ce samedi à Kinshasa où les représentants syndicaux ont évalué la situation préoccupante du système éducatif congolais. Je vous propose de suivre Jean Bosco Puna, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, au micro de Nana Bouana.
nous n'avons pas apprécié ce qui s'est passé au niveau du Parlement parce que comment nos autorités peuvent-elles continuer à s'entretenir avec les groupes qui n'ont pas appelé à la grève, avec des groupes qui ne font que lever la grève et qui sont boudés par les enseignants. Nous disons simplement aux enseignants que nous ne sommes pas concernés par cette décision parce que nous nous sommes adressés au président de l'Assemblée nationale. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Et le CIECO qui a fait la déclaration n'est pas membre de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Pour nous, nous en tenons à la déclaration de l'Assemblée générale des enseignants qui s'est tenue le samedi, donc hier, et les enseignants dans l'unanimité continueront à observer les mots d'ordre de grève parce qu'ils se disent il faut absolument que le gouvernement, que le Parlement puisse donner des réponses aux revendications des enseignants. Vous savez, on a parlé de la commission économico-financière, mais le président de l'Assemblée nationale l'avait déjà dit que c'était juste pour aller constater la contrainte budgétaire. Et donc les enseignants n'étaient pas seuls. Et nous comprenons que ça ne va pas, cette commission économico-financière ne va pas donner des réponses aux attentes des enseignants. Voilà pourquoi les enseignants sont déterminés à poursuivre les mots d'ordre de grève et attendre que le gouvernement convoque les travaux sur la politique salariale. Il n'y a que ce cadre-là qui peut sécuriser les enseignants. Ils ont par ailleurs invité le Parlement à voter un budget conséquent. Et le 28 octobre, c'est le lundi, nous avons une marche générale. Dans le reste de l'actualité, la communauté kimbanguiste de la ville-province de Kinshasa a rendu les derniers hommages au petit-fils du prophète Simon Kimbangu, Joseph Diangenda Kiangani, décédé le samedi 19 octobre des suites d'une maladie dans la localité de Mbanza-Tukwa au Congo. La cérémonie d'adieu était organisée ce dimanche 20 octobre au centre d'accueil kimbanguiste de Kasavubu devant le chef spirituel et représentant légal Simon Kimbangu Kiangani et plusieurs personnalités du pays. Joseph Diangenda Kiangani Rigen était jusqu'alors conseiller direct du chef spirituel. Une fois de plus, la presse congolaise a été frappée par les décès d'Adrien Vanda Zaou, emporté par une maladie dont il souffrait depuis quelque temps. Au groupe de presse L'Avenir, où il a travaillé de la création jusqu'en 2005, la nouvelle de la mort de Hadi, comme l'avaient surnommé ses proches, est tombée comme un coup près. Certains de ses anciens collaborateurs ont rendu un vibrant hommage à ce mentor de plusieurs animateurs de chaînes de télévision. Suivez ces témoignages de Jacques-Olivier Moulouba et Simon Kabamba au micro de David Fidel Ouzolo et Guillaume Kankwende. La nouvelle m'est arrivée, bien sûr, comme un coup de foudre. Ça m'a perturbé, ça m'a mis hors de moi. D'autant plus que c'est quelqu'un que je connais très bien. Nous avons eu à travailler, vous allez le découvrir. Au fait, Adrien Vanda, c'est le tout premier directeur de programme de la RTGA. En tant que directeur de programme, il supervisait également les informations. Donc, nous avons eu à travailler avec lui au niveau de la rédaction d'abord, puisqu'il avait un œil au niveau de la rédaction. Et Adrien Vanda, c'est lui qui a vraiment posé les jalons pour le programme de la RTGA. C'est lui qui a conçu le tout premier programme, qui a fait en sorte que cette chaîne, ou la chaîne qui naissait, puisse être acceptée, puisse être reconnue, ou qu'il y ait une adhésion autour de cette chaîne dans la célérité. Ça, c'est Adrien Vanda, avec un programme diversifié, regroupant tous les secteurs de la vie nationale. En tout cas, c'était une chaîne qui naissait, mais avec un programme attrayant. Voilà qui a permis un décollage sans effort de la RTGA. Vraiment un bosseur, au vrai sens du terme. Un journaliste bien formé, il avait la plume, Adrien avait la plume en tout cas, il savait écrire, il savait donner des orientations. C'est quelqu'un qui aimait le sport. Et c'est lui vraiment qui a aussi boosté le sport de la RTGA. Il a tout donné à la RTGA. Il a joué sa partition. Il est parti aujourd'hui. Et le Seigneur l'a rappelé auprès de lui. En tout cas, j'en profite pour présenter mes condoléances les plus émues à sa famille biologique, et à la famille professionnelle, à nous autres également, et à tous ceux qui l'ont connu. En tout cas, c'était quelqu'un qui aimait la paix. Le vieux Adrien était parmi
les gens qui m'ont très bien accueilli, qui m'ont parlé les premiers, qui m'ont expliqué comment le travail se fait à la RTGA. Il était directeur de programme TV. Il m'a reçu dans son bureau, ça fait dans les années 2005. Il m'a expliqué doucement, calmement, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de professionnalisme, la mission qui m'attendait. Depuis là, nous avons vraiment travaillé dans une très franche collaboration. Lorsque j'avais des difficultés, lorsque j'avais des problèmes ici, peut-être que beaucoup de gens ne le savaient pas, c'était mon coach secret. J'étais avec lui il y a quelques mois. J'étais avec lui sur les boulevards, nous avons beaucoup parlé. Il ne me donnait pas l'impression d'avoir été malade ou d'avoir quelque chose qui précipiterait tout de suite sa mort. On était dans les trains de la vie, à travers ce métier, on se racontait les bons moments et les moments difficiles, on échangeait sur ce que ce métier est devenu aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de bons moments ici, mais aussi des moments difficiles, jusqu'au moment où je l'ai vu partir. Et il me disait toujours, ça je n'ai jamais oublié, Simon, si ça ne dépendait que de nous, on peut à tout moment partir. Mais lorsque nous tenons compte de nos différentes familles, de ces petits garçons et filles qui dépendent encore de nous, qui ont besoin d'un pain le matin, qui ont besoin d'un petit transport le matin, voilà pourquoi sur les milieux professionnels, nous devons mettre de l'eau dans le vin et accepter parfois certains caprices des hommes. Je tire mon chapeau sur le travail qu'il a fait aussi bien ici à la RTGA que dans d'autres chaînes sur la ville. Autant de journalistes qu'il a réussi à encadrer, à former. Vraiment que son âme repose en paix. En sport, le coup d'envoi de la 21e édition du championnat d'Afrique de boxe a été donné le samedi 19 octobre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Belle entame pour les boxeurs congolais qui se sont distingués en rapportant leur combat lors des préliminaires. Reportage de Lindy Mbouyi et Yannick Bilamou. Démocratique du Congo. Au gymnase jumelé du Stade des Martyrs, 3 boxeurs congolais se sont distingués en remportant leur combat lors des préliminaires. Le premier à ouvrir les balles, Toulembe Kwazola, a battu le Gabonais Njembi Faustin dans la catégorie de moins de 48 kilos. Suivant son exemple, Zengala Boniface a dominé Mbolo du Congo-Brazzaville dans la catégorie de moins de 63,5 kilos. Le dernier combat de la soirée de la catégorie de plus de 92 kilos a vu Apanu Ansia s'imposer face au Sénégalais Balde Diarga. Plusieurs autres combats étaient au programme le même samedi. Le ministre des Sports et des Loisirs Didier Boudimbu a rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture de cette compétition continentale, chaleureusement accueillie par un public passionné et par les sports de combat. La République démocratique du Congo est donc prête à briller dans cette compétition qui ira jusqu'au 26 octobre 2024. Et puis le 185e derby louchois qui a opposé le TP Mazembe au FC Saint-Éloi Lupopo au stade Frédéric Kibasa-Maliba n'a pas connu sa fin normale. C'est dimanche 20 octobre 2024. Après le but marqué par les cheminots, les supporters du TP Mazembe se sont illustrés par des actes de vandalisme ayant causé l'arrêt du match à la 72e minute de jeu. Conséquence, ils ont cassé tout sur leur passage. Ceci fait suite à la colère occasionnée par le but marqué à la 32e minute par Lise Niembo du FC Saint-Éloi Lupopo, donnant ainsi l'avantage à son équipe devant Mazembe. Mené TP Mazembe par 1-0 grâce à la réalisation de Lise Niembo Tumba à la 32e minute, la Linafoot RDC doit s'imprégner pour enfin trancher. De l'autre côté, l'AS Simba a eu l'avance
avance de score de 2-1 devant l'AS Panda B52. Voilà, ainsi prend fin ce journal, mais d'abord le rappel de titres. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a présidé une réunion de crise en vue d'évaluer les dégâts des pluies qui s'est abattu le samedi dans la capitale. Daniel Bumba a rassuré les Kinoises et Kinois des mesures qui seront mises en place afin de sortir la capitale de cette situation. Et puis ici à la CIECO, on a décidé d'élever la grève des enseignants. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC, elle décide de la prolonger tout en projetant une manifestation pacifique le lundi 28 octobre 2024. Décision prise à l'issue de leur assemblée générale tenue le samedi à Kinshasa. Enfin, nous avons parlé du décès d'Adrien Vandazao, ancien directeur des informations au groupe de presse L'Avenir. Quelques anciens de ses collaborateurs gardent de lui un bon souvenir. Vous avez suivi leur témoignage dans ce journal. Fin complète de ce journal. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis merci. Restez branchés en compagnie de programmes de votre chaîne. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.